Coucou, c'est Elodie du site Allegraine. Aujourd'hui, je voudrais te parler en fait de l'épuisement parental. Si tu as lu notre article à ce sujet, tu sais un petit peu par quoi on est passé effectivement pour notre aîné. Si tu ne l'as pas lu, je vais te faire un rapide résumé, mais je ne vais pas forcément reprendre l'article. Je te le mettrai en barre d'infos ou tout simplement sur le site Allegraine. Il se trouve que notre aîné, quand il est né, il avait un reflux gastro-œsophagien, autrement appelé RGO. Alors dit comme ça, quand on ne connaît pas, on se dit bon, un petit reflux, tous les bébés vomissent, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais en fait, les parents qui sont passés par là vont très très vite comprendre ce que je vais dire. C'est juste l'horreur. C'est vraiment un enfer. C'est-à-dire que quand tu attends un enfant, surtout pour la première fois, tu t'attends pas forcément à passer plus d'1 an dans la plus grande souffrance, autant pour ton enfant que pour toi. Clairement, tu imagines forcément materner ton enfant, le bisouter, le câliner, jouer avec lui, lui faire prendre son petit bain, lui mettre des petits vêtements que tu auras choisis pendant tout au long de ta grossesse. Enfin bref, tu imagines profiter de ton enfant, bien que tu sais pertinemment que tu vas manquer de sommeil, voilà, on te le dit suffisamment, que ta vie va changer. Ok, tout ça, tu t'es préparé. Mais les RGO, tu t'y prépares jamais. Alors, ce n'est pas une maladie grave, évidemment, et je ne me compare absolument pas aux parents qui ont accompagné un enfant qui a eu une maladie très très grave et où ça a demandé vraiment un suivi médical ou des opérations lourdes de conséquences. C'est pas du tout là-dessus, et je suis pas là pour comparer les souffrances des uns et des autres, pas du tout. Voilà, dans une totale bienveillance, je respecte chaque histoire. Là, je partage juste la nôtre. Si ça peut parler, si ça peut aider certains parents, vraiment, j'en serais très ravie. Donc du coup, concrètement, nous, notre fils, il avait des reflux internes, c'est-à-dire que il n'avait pas de clapet à la naissance, du moins, il n'était pas terminé de se construire. Donc tout ce qu'il avalait, notamment le lait, remontait et redescendait en fait, mais il ne vomissait pas. Donc on ne savait pas en fait ce qu'il avait au départ. Ce qui fait que ça le brûlait, puisque ça remontait dans l'œsophage avec le suc gastrique de l'estomac, et ça redescendait, donc ça rebrûlait dessus. Et au fur et à mesure, en fait, ça a terminé en œsophagite. Donc une œsophagite, c'est quoi? C'est juste une brûlure répétitive et douloureuse de l'œsophage, liée au suc gastrique qui fait que monter et descendre. Donc notre enfant, il pleurait énormément. Sur une journée de 24 heures, un jour j'avais compté, parce que les médecins ne me comprenaient pas quand je disais que notre bébé pleurait beaucoup. Souvent, jeunes parents, on te regarde de haut en disant, vous savez, un bébé, ça pleure. Oui, merci. Mais nous, il pleurait entre 12 heures et 14 heures sur 24 heures, en fait. Donc là, ça pleurait vraiment beaucoup. Et voilà, c'était des cris de souffrance, avec des larmes qui coulaient sans arrêt. Et toi, tu te sens vraiment en incapacité d'aider ton enfant, et ça, c'est très dur. Tu te dis que tu sais pas faire, en fait. Et du coup, ça engendre aussi un manque de sommeil, concrètement, un enfant qui pleure autant. Donc le manque de sommeil amène à des forts sentiments de dépression. On va dire que c'est sûr, le sommeil est super important, et quand tu en manques, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que tu as tendance à voir les choses plus sombres ou avec un voile plus noir, et du coup ça amène une certaine tristesse et une certaine pesanteur au quotidien. Alors concrètement, nous, notre petit zébou, on ne pouvait pas le mettre en position allongée. Donc même un matelas surélevé ne fonctionnait pas, parce que ça, on te dit aussi de mettre un petit coussin de 30 degrés sous le matelas. Non, ça servait à rien. La seule chose qui on va dire, le calmait ou le soulageait un petit peu, c'était le portage. Alors là encore, je vais t'expliquer un petit peu toutes les astuces qu'on a mis en place, parce que entre la théorie et la pratique, il y a quand même parfois un grand fossé. Et concrètement, quand on avait fait l'atelier portage où c'était le bébé collé contre toi, tout ça, non, un bébé au reflux, c'est pas possible. Il va pousser sans arrêt contre toi, il va se pencher en arrière avec la tête comme ça, en hurlant, parce que justement, ça fait que monter et descendre, ça fait que le brûler. Et il va vouloir souvent téter ou prendre le biberon souvent. La succion les calme aussi, parce que voilà, ça a un effet apaisant sur les bébés, la succion, mais ça ne résout pas le souci. Donc,
Avec le papa, on a été très très solidaires et ça, je pense que c'est très très important parce qu'on était deux. Et même deux, ça a été très difficile. On se faisait concrètement des rounds en fait, de 3 heures en écharpe de portage. On a béni cette écharpe. Je crois que la première fois qu'on a pu la laver, il avait 10 mois parce qu'on n'en avait qu'une. On n'avait pas forcément les moyens de s'en payer une autre. Et concrètement, le temps de la laver et de la sécher, c'était pas possible. Donc du coup, toutes les 3 heures, de jour comme de nuit en fait. Quand on était tous les deux, et sinon quand un travaillait, c'était l'autre qui s'en occupait. On n'a pas pu le faire garder parce que par rapport à ses pleurs et donc à sa pathologie, tant qu'il n'allait pas bien, personne ne pouvait nous le garder. Et puis je pense que voilà, on ne se sentait pas de laisser un bébé comme ça en souffrance avec des personnes qui sont pas prêtes à s'en occuper autant que nous, forcément, puisqu'on est ses parents. Et un jour, on l'avait laissé à ses grands-parents qui sont bienveillants, qui ont vraiment voulu nous épauler. Mais en fait, au bout d'1 heure ou 2 heures, ils nous ont appelés totalement paniqués, en ne sachant pas quoi faire. Et c'est vrai que si tu n'as jamais été confronté à un bébé qui pleure autant, tu sais pas quoi faire. Du coup, comme je te disais, nous on s'est relayé avec le papa. Alors 3 heures, pourquoi 3 heures? C'est tout simplement parce qu'au bout de 3 heures de marche intensive et de portage, on n'en pouvait plus, donc on passait le relais. Oui, parce qu'en fait, il ne suffisait pas juste de le porter, il fallait marcher et il fallait avoir une marche du style militaire, voire faire des squats carrément, parce que voilà, ça soulageait le bébé. Je pense qu'il, avec le mouvement, il s'endormait ou il somnolait, ça lui rappelait peut-être les mouvements aussi in utero. Donc ça, c'était très très difficile parce qu'on dormait très peu et voilà, on avait une vie très très physique, on va dire. Ensuite, ce qui nous a aidé, c'est le chant, c'est la musique, voilà, ça a apaisé énormément le son de la voix quand il était contre toi. Donc je vais revenir au portage. Concrètement, le portage, lors de l'atelier portage, on avait fait effectivement avec un poupon lorsque j'étais enceinte. Ça fonctionne pas avec un bébé RGO, comme je t'ai dit, enfin en tout cas pas le nôtre. Et donc il avait tendance à pousser, il avait tendance d'ailleurs à hurler d'autant plus. Donc nous, on relâchait en fait, c'est-à-dire que le nœud, je le faisais sur lui. Je ne faisais pas le nœud avant et je le laissais pousser en fait, tant qu'il voulait. Et quelque chose qui a été longuement critiqué et que tu vois encore, et ce n'est pas un conseil que je donne comme ça à tous les parents, mais je t'explique juste en fait, nous, ce qui nous a aidés, c'est le face au monde. Ouais. En fait, le face au monde, du jour au lendemain, quand on a parlé à notre monitrice de portage, elle n'était pas forcément pour, mais on lui expliquait que le porter face au monde dans nos bras, déjà ça le soulageait, il voyait autre chose et il pouvait vraiment se mettre dans une position qui lui convenait. Donc du coup le portage, c'est avant tout finalement s'adapter à l'enfant et non l'inverse, ce n'est pas l'enfant à s'adapter au portage. Donc ça, je pense que c'est très très important que tu en parles à ta monitrice de portage, parce que déjà il y a plein de moyens de portage différents et plein de façons de porter son enfant. Donc nous, dans le dos, ça ne convenait pas non plus. Enfin voilà. Donc force est de constater que le face au monde le calmait. Donc tant pis pour les critiques, tant pis pour les jugements de ceux qui disaient non, il ne faut pas porter un enfant face au monde. Nous, c'était vraiment la seule solution et ça l'apaisait et vraiment tant mieux. Donc du coup, effectivement, on a adapté notre portage face à ça et la monitrice nous a expliqué comment faire pour que ça reste une position la plus physiologique possible, bien sûr. Et donc ensuite, la position allongée n'était pas du tout possible, comme je t'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Pour lui changer la couche, il y en a un qui le tenait debout et l'autre qui le changeait debout, comme ça. Et il fallait pas que ça prenne plus de 2 ou 3 minutes, parce que sinon il hurlait. Donc à un moment donné, tu es devenu pro, hop, du changeage de couche. D'ailleurs, il y a des marques de couches où il n'y a pas besoin de scratch, il y a juste à enfiler. Et ça, c'est très pratique dans ces moments-là. Et pour les nuits, on a toujours fait un cododo, mais c'était un cododo assis. Concrètement, c'est-à-dire que c'est Alexis qui le prenait en règle générale parce que moi j'arrivais pas avec mes douleurs liées à l'allaitement à le faire et du coup il s'asseyait bien calé au niveau des coussins pour pas qu'il bouge et bébé était calé assis en fait contre lui. On mettait même l'écharpe de portage pour pas qu'il puisse bouger en fait et pour être le plus sécure possible. Et on a fait ça les 9-10 premiers mois. Et c'est seulement à ces 13 mois que le clapet allait mieux et que finalement, on s'en est sorti
de ses reflux. Et au fur et à mesure, avec, bon voilà, il a marché assez tôt, il a marché à 9-10 mois, donc ça a aidé aussi. Et après, en grandissant, ben maintenant, il n'a plus aucun souci, il a bientôt 3 ans. Mais c'était une période très très douloureuse de notre vie, et voilà. Donc toutes les petites astuces que j'ai parsemées autour de ces vidéos, j'espère que ça pourra aider des parents qui vivent la même chose, ou en tout cas donner des pistes de réflexion. Et surtout, je voulais te dire à toi, parent de bébé RGO, courage, surtout face en fait au corps médical, parce que c'est très très délicat de parler à certains médecins qui, ne sachant pas comment faire pour t'aider, en fait te renvoient la responsabilité. Moi, on m'a clairement dit que c'était de ma faute, parce que c'est toujours la faute à la mère, bien sûr. Ça va de soi, on a fait plein de solutions, hein. On est passé par l'homéopathie, on est passé par l'ostéopathie, on est passé même pour des personnes qui travaillent sur l'énergie, puis finalement on l'a même mis sous Inexium, enfin bon, honnêtement on a fait ce qu'on a pu, on a cherché forcément une solution, parce que quand tu vois ton petit bout fatigué, épuisé, voire éreinté, tu cherches encore une solution. En tout cas pour moi, je sais qu'Alexis était dans une démarche de lassitude, d'épuisement, et il voulait même plus d'ailleurs que je lui parle de nouvelles solutions, parce que il voulait juste en fait être concentré sur le moment présent, sans se dire qu'il y avait peut-être une solution, parce que à chaque fois finalement je pense que il était déçu, et ça lui faisait de la peine de se dire encore une énième solution qui ne fonctionne pas. Après, on est différent. Je pense que le principal, c'est de ne pas se juger, de respecter l'autre dans sa façon aussi d'appréhender ça, parce que c'est une façon de se débattre aussi, de survivre quand c'est difficile. Et après, le dernier conseil que je voudrais te dire et qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est me dire que c'est temporaire. Effectivement, tout est temporaire. Alors, le temporaire, quand ça dure, c'est difficile, mais rien ne dure. Le bon comme le négatif en fait dans la vie. Mais chaque jour qui passe, je me disais que c'était un jour en moins à vivre cette horreur. Et tu vois, on s'en est sorti, on a même fait un deuxième petit bout qui a eu des reflux mais moins terribles, c'est vite passé finalement, c'était plutôt voilà des petites remontées de bébé quoi. Et aussi surtout n'arrête pas l'allaitement si jamais tu as un bébé RGO. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va t'aider énormément. Déjà, le lait maternel, en fait, cicatrise, et ça, c'est très important de le dire. C'est très compliqué, je sais, d'allaiter un bébé RGO, mais ça va vraiment te sauver la vie dans le sens où c'est beaucoup plus facile de materner un bébé quand on allaite que quand on n'allaite pas. Déjà parce que si tu veux passer au biberon, et nous on l'a fait parce que j'avais des problèmes de santé pour allaiter, on l'a fait et vraiment ça a été très compliqué de trouver le bon lait en poudre, la bonne eau, et en plus ça ne l'aidait pas à cicatriser. Et lié à son fort besoin de succion, il a eu la susu mais ça ne suffisait pas, vraiment c'était l'horreur. J'allaite mon deuxième et je l'allaite encore et ça n'a absolument rien à voir. Donc si jamais tu te poses des questions si tu dois ou pas arrêter l'allaitement, ou si un médecin te dit vous devriez arrêter d'allaiter, non, ne l'écoute surtout pas. Prends contact avec la Leche League, je t'y encourage, ou mets un petit message, ils ont un groupe Facebook, elles essayent de répondre le plus vite possible. Sinon de toute façon tu peux toujours appeler, il y a un numéro gratuit sur le site de la Leche League, je te le mettrai parce que c'est super important pour toi et ton bébé. Surtout, n'arrête pas d'allaiter parce qu'un professionnel de santé te l'a dit. Voilà, c'était vraiment un message très important parce que je pense que ça peut vraiment aider de nombreuses mères et de nombreux bébés. Et sur ce, je te souhaite une très jolie journée et je t'embrasse avec toute ma bienveillance.